Bonjour et bienvenue dans cette webconférence. Ravi de vous accueillir pour cette session. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet d'actualité, la facture électronique. Vous avez sans doute un premier niveau d'information sur un sujet qui va être fortement d'actualité d'ici 2024. Donc, nous allons aujourd'hui décrypter cette réglementation. On s'est basé sur les textes étatiques, notamment de l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, émanation du ministère de l'Économie. Donc voilà, notre objectif en 45 minutes, c'est vous donner la vision la plus pragmatique, la plus simple possible, la plus pédagogique. Voilà l'objectif de cette session qui va durer 45 minutes. Alors, avant de commencer, quelques mots sur le format du webinar. Cette conférence sera enregistrée. Vous pourrez accéder au replay dans un deuxième temps pour revoir éventuellement la session ou la partager avec vos homologues et vos collègues en entreprise. Dans ce format de webinar, vous avez aussi accès à des questions. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions, justement, qui est prévu à cet effet dans la fenêtre du navigateur. Donc, n'hésitez pas à les poser. On aura un temps d'échange à la fin de cette présentation pour permettre de répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, on espère qu'on ne pourra y répondre. Voilà. Alors, quelques mots pour se présenter. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec François Chevillotte, qui est un de nos consultants experts et spécialisé depuis maintenant 7 ans dans la mise en place de projets de dématérialisation et de projets de P2P. Donc, je le remercie de sa présence et aussi du travail qu'il a fourni, puisque c'est notamment lui qui a lu en détail toutes ces spécifications. Et je peux vous dire qu'il faut prendre le temps et de décrypter tous ces textes-là. Donc, un grand merci à lui, puisque c'est aussi un homme de projet. Donc, ce n'est pas forcément un homme de communication, mais c'est un homme de projet. Donc, un grand merci pour sa présence et pour son travail. Voilà, et moi-même, je suis Christophe Rivéran, directeur du développement de Fluxim. Ma mission est de faire connaître notre savoir-faire sur le territoire français. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Fluxim de manière très, très rapide. Nous allons fêter nos 20 ans cette année, nos 20 ans de présence sur le territoire français, mais aussi territoire international, puisque nous sommes présents en Amérique du Nord, Canada, Amérique du Nord, États-Unis, également en Asie, au travers de filiales que nous avons à Singapour. S'il y a une chose à retenir de Fluxim, c'est que nous intervenons sur 2 thématiques. Une thématique de conseil, donc on accompagne les entreprises dans leurs challenges digitaux. Nos premiers clients sont des directeurs financiers, des directeurs achats, et on déploie notamment des solutions. Voilà, c'est le deuxième volet de notre offre, des solutions autour du source to pay. Donc, c'est une chaîne qui couvre le domaine des achats, de gestion des référentiels fournisseurs, gestion du risque fournisseur, le sourcing, gestion des contrats, jusqu'au processus aval qu'on va notamment évoquer au travers de la facture fournisseur. D'un point de vue technologique, on a différents partenariats éditeurs avec qui on a noué des expertises très pointues, notamment Basware, qui est un des acteurs avec lequel on travaille sur la partie facture fournisseur, et également Evalua, une solution qui permet de gérer les achats et la chaîne globale du source to pay. Voilà, pour illustrer notre expertise, quelques illustrations de projets que nous avons menés récemment sur un périmètre français et un périmètre international. Ce qu'il faut retenir, c'est que la géographie de nos projets est très variable, puisqu'on intervient sur des sujets très francophones, mais pas que. On a des clients sur plusieurs pays, notamment le groupe Geodis, par exemple, qu'on a déployé sur plus de 40 pays. Différentes activités en termes de métiers chez nos clients, industrie, services, retail, pharma, banque, assurance, mais aussi en termes de volumétrie. C'est une question qu'on nous pose souvent. À partir de quand est-on éligible à mettre en place des solutions pour automatiser les factures? Nos premiers clients ont 5-6 000 factures par an et d'autres en ont des millions. Voilà, ce qui illustre cette capacité à justement s'adapter selon les contextes de nos clients. Voilà, et en termes de ERP, naturellement, une grande hétérogénéité d'entreprises qui ont du SAP, du Oracle, du Sage, du Movex. Donc, c'est aussi ça la capacité de l'intégrateur que nous sommes de pouvoir nous adapter à ces différents contextes de clients. Alors, qu'est-ce que nous allons voir au programme de cette matinée pour rentrer dans le vif du débat? Donc, cette session de 45 minutes, nous allons avoir 4 temps forts. La première, c'est comprendre la réforme. Voilà, comprendre dans quel cadre elle se situe, pourquoi elle a été justement mise au point et pourquoi elle est sortie maintenant. On va ensuite zoomer sur le dispositif qui a été retenu. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir de 2024 dans vos organisations, sur vos factures fournisseurs, vos factures clients? Comment vont se passer l'échange des factures avec vos clients, vos fournisseurs? Comment va se faire les déclarations de TVA? Tous ces sujets, on va le présenter de manière assez concrète.
On va également zoomer sur comment bien se préparer. Voilà, en tant que professionnel, on a naturellement travaillé le sujet. On accompagne déjà les entreprises. Donc, on va vous apporter de la visibilité sur la checklist, voilà, qu'il faut retenir pour se préparer entre aujourd'hui et la première échéance de juillet 2024. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettez en œuvre? Donc, c'est ce qu'on va évoquer dans cette partie-là. Et on finira par un temps d'échange de manière à répondre aux différentes questions que vous pourrez avoir. Voilà, n'hésitez pas, l'onglet questions est fait pour ça. Vous pouvez dès à présent poser vos questions et on y répondra au fil de l'eau et surtout à la fin au travers d'un temps d'échange. Alors, si on plante le décor et si on prend un peu de hauteur par rapport à l'évolution de la facture électronique, cette fois-ci sur un plan mondial, on voit qu'il y a un mouvement global qui s'est opéré maintenant depuis quelques années, une volonté assez homogène des entreprises d'aller vers ce type de transaction. Ceci étant dit, on voit qu'il y a des maturités différentes. On voit des pratiques aussi hétérogènes, des pays qui sont plutôt en avance, hein. En Europe, par exemple, les pays scandinaves avaient déjà franchi le pas et les proportions de flux électroniques sont largement dominantes. On voit que l'Italie aussi a été précurseur, hein, en Europe, selon un schéma de clearance, c'est-à-dire d'un portail étatique qui va s'intermédier entre les clients et fournisseurs. C'est le fonctionnement qu'a retenu aussi la France. En tout cas, on voit qu'il y a une même volonté de simplifier les processus administratifs, de réduire l'impact du papier. On n'en parle pas assez, mais il y a quand même ce sujet qui est en trame de fond, et d'augmenter le contrôle de l'État. Voilà, et je finirai sur cette carte internationale sur le fait que c'est bien de voir la réglementation française, mais il faut aussi raisonner d'un point de vue global. Je pense que vos entreprises, pour beaucoup, sont internationales. Donc, quand vous allez faire le choix d'une plateforme à mettre en œuvre pour vous connecter avec ces portails étatiques, il faut aussi avoir un prisme global de manière à ne pas multiplier les solutions qu'il pourrait avoir dans l'entreprise. Voilà, pour zoomer sur le cas de la France, donc les échéances qu'on a aujourd'hui avaient déjà démarré par le passé, hein, ce n'est pas nouveau cette facture électronique. En tout cas, dès 2015, on avait déjà des premières obligations de ne pas refuser la facture électronique. Donc ça, c'est les premiers mouvements qui ont permis de démocratiser une partie des flux, ce qui permet aujourd'hui d'avoir à peu près un tiers des factures françaises échangées en PDF, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais il nous reste quand même une grosse partie de flux papier, hein. Je crois que ça pourrait être 50% selon Marques, qui sont échangés en flux papier. 2017 a été aussi une année phare en France puisque l'obligation a été mise en place avec les organisations publiques d'échanger des flux de factures avec le portail Chorus, aujourd'hui renommé Chorus Pro. Et on voit qu'il y a des nouvelles échéances qui sont visibles à partir de 2024-2026, ce qu'on va commenter dans quelques secondes. Alors, ça m'amène à une première question et à une première clarification sur les termes. On voit aujourd'hui beaucoup de termes, dématérialisation, facture électronique. Donc, c'est peut-être première question que je vais te poser, François, c'est pour entrer dans le détail et commencer à définir quelques notions. Quelle différence fait-on entre une facture dématérialisée et électronique? Alors, déjà, c'est une réforme, donc il y a quelque chose qui change. Et c'est la principale évolution dans la gestion des factures aujourd'hui. On parlait de factures dématérialisées ces derniers temps. On a vu que depuis 2015, on avait l'obligation d'accepter ces factures. Ces factures, en fait, c'est quoi la dématérialisation? C'est la dématérialisation de l'image de facture. Et on la dématérialise alors, sous forme de PDF, sous forme d'image, sous forme de fichier image, et on la transmet par des moyens électroniques. Mais ça, dans l'esprit de la réforme, ce n'est pas une facture électronique, c'est une image, c'est une photo qu'on a dématérialisée. La facturation électronique demain, c'est quoi? C'est la donnée de la facture, elle est contenue dans un fichier. Alors on entend beaucoup parler de XML, on reviendra sur les sujets des formats. La donnée, elle est contenue dans un fichier. Pourquoi elle est contenue dans un fichier? Parce que finalement, 99,99% des entreprises émettent des factures avec des outils informatiques aujourd'hui. Et la grande majorité des entreprises ont des systèmes comptables dans lesquels ils rentrent des données au format informatique. Évidemment, au milieu, l'information circulait sous une forme d'image, ça nécessitait de la ressaisie. Et il était logique à un moment qu'on se dise, la donnée, on va éviter de la ressaisir, on va directement la capturer du système source pour l'intégrer dans le système cible. Et donc, du coup, dans la facturation électronique, on a un fichier qui contient les données et qui devient la référence pour la facture. Quel est le changement? Finalement,
on avait avant une image. Demain, on aura une image, mais qui s'appellera, alors qu'on appelle un lisible, hein, donc vous entendrez parler de ce mot dans la réforme. Un lisible, c'est quoi? C'est une vision, une image qui permet à l'humain de voir ce qu'il y a à l'intérieur du fichier XML. Mais l'objet fiscal, et c'est ce qui est entouré en jaune, l'objet fiscal était auparavant l'image de la facture. L'objet fiscal devient le fichier de données. Concrètement, au jour le jour, sur votre bureau, ça ne change pas grand-chose. Mais d'un point de vue de l'administration, ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un objet fiscal qui est représenté par l'image, si vous avez un contrôle, ce qui va faire référence, c'est l'image. Si votre système informatique, votre système comptable contient des données différentes de l'image, c'est l'image qui fera référence. Demain, ce ne sera plus l'image, ce sera les données du fichier XML qui aura transité par les plateformes de l'administration. On va voir tout à l'heure comment ça va se passer. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ce changement d'objet fiscal qui passe d'une image vers un fichier de données, avec tous les avantages que ça comporte en termes de traçabilité et de traitement, de possibilité d'automatisation des traitements. On sait tous qu'on a tous travaillé avec des systèmes d'OCR par le passé qui reconnaissent des 0 comme des O ou des 8 comme des B. C'est terminé avec la facturation électronique, purement électronique. On n'a plus d'interprétation des données. Les données sont lues directement. J'ai répondu? Ouais, c'est parfait. Merci François pour cette première clarification. Ça va nous amener justement dans la réforme. Et le premier élément qu'on souhaitait partager avec vous, c'est les objectifs de cette réforme. C'est toujours bien de comprendre le pourquoi du comment. Donc là, encore une fois, ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment les spécifications du ministère de l'Économie et des Finances. On n'a pas du tout modifié ces textes-là, donc c'est les textes originels. Ça permet de comprendre justement le sens de cette réforme. Donc, le premier point qui a été mis en avant par l'État, c'est forcément une logique de simplification de la vie des entreprises. On le voit notamment en France, on a quand même une faculté à complexifier beaucoup d'éléments de texte et de pratique. Donc là, la volonté, c'est vraiment de simplifier la vie des entreprises, de renforcer leur compétitivité, notamment pour des objectifs internes de productivité, de traçabilité, mais aussi pour le respect de la LME, où on sait que le délai de règlement est souvent intimement lié au délai de validation et qui peut être plus ou moins long dans les cas de process manuel ou papier. Donc ça, c'est le premier élément qui est mis en avant par l'État. Le deuxième, c'est de renforcer le contrôle de l'État sur les éléments de TVA. Alors déjà, de faciliter la déclaration, ça rejoint le premier point, mais aussi de renforcer la détection de la fraude. Juste pour rappel, la fraude à la TVA est estimée à peu près à 1,5 milliard d'euros en France de manière annuelle. Donc, c'est des éléments où l'État a forcément un enjeu économique important. Et le dernier élément, mais pas des moindres, c'est aussi d'améliorer la connaissance en temps réel des activités d'entreprise, puisque les données de transaction vont être transmises à l'État. On peut présupposer qu'il y aura une banque de données économiques qui devrait servir, notamment l'INSEE, pour pouvoir faire des statistiques sur l'état de la vie des entreprises et sur un plan économétrique au sens large. Donc voilà les 4 principaux objectifs de la réforme. Alors maintenant, si on zoome un peu plus dans cette réforme et si on va voir cette fois-ci le périmètre de la réforme, moi j'ai envie de te poser une autre question, François, c'est est-ce que tu peux nous préciser justement sur quel périmètre va s'appliquer la réforme, sur quel type de flux et concrètement sur quel type de transaction? Alors, là on va se concentrer sur les échanges entre les entreprises françaises dans un premier temps. On va parler des entreprises françaises, donc les échanges entre ces entreprises, donc l'activité dite B2B. Chris a parlé tout à l'heure de l'activité B2J, donc le portail Chorus, c'est déjà en service depuis 2017. Maintenant, on va parler des échanges entre les entreprises. Les échanges entre les entreprises, donc la réforme prend en compte tous les échanges de factures entre les acteurs économiques de type entreprise. Pour tout ce qui est donc ça, dans ces échanges entre entreprises, les entreprises vont s'échanger des factures et donc on parlera d'e-invoicing. Alors on se permet l'utilisation de ces mots un peu anglais parce qu'ils sont cités comme tels dans les documents de l'État, de l'administration. Donc c'est pas qu'ils ne sont pas traduits, c'est qu'ils sont utilisés comme tels. Donc, la réforme, le premier périmètre de la réforme, c'est les échanges de factures entre les entreprises. Ensuite, entre les entreprises françaises, donc ce qu'on appelle les flux domestiques.
Ensuite, évidemment, on a des entreprises en France qui travaillent avec le grand public, qui font du B2C, et là, elles n'émettent pas systématiquement des factures. Et donc là, on va rentrer dans un type la réforme va inclure des exigences, mais qui ne seront plus liées à la facturation électronique, donc à l'e-invoicing, mais qui seront liées à des obligations de reporting. C'est-à-dire que les entreprises devront faire du reporting à l'État, à l'administration, sous la forme de fichiers, sous la forme d'échange de fichiers. On verra là aussi quel type de fichiers, pour donner à l'État une visibilité sur toute leur activité de facturation vers des particuliers. Alors, si c'est des grandes surfaces, eh bien, ce sera les logiciels de caisse qui devront remonter des informations, retraiter ces informations et les transmettre à l'État sous forme de fichiers récapitulatifs, contrairement aux échanges B2B où il y aura des échanges simples de documents factures. Voilà. Et cette notion de reporting, elle va concerner aussi l'international, c'est-à-dire que tous les échanges internationaux vont devoir faire l'objet, que ce soit la réception de factures par les entreprises françaises ou l'émission de factures par les entreprises françaises, va devoir faire l'objet de la mise en place de reporting vers le portail de l'administration. Donc, l'administration aura une vision complète des flux de facturation. On va voir après dans quel délai, mais c'est bien l'objectif. Donc, le périmètre, c'est des échanges de factures au niveau B2B domestique et des échanges de reporting pour tout ce qui est activité B2C et activité internationale. Ok, très clair. Donc, on voit bien qu'il y a deux sujets importants, le sujet de l'invoicing, le sujet du reporting. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. On y répondra justement lors du deuxième temps d'échange. En tout cas, on les a bien identifiés. Peut-être pour passer à la partie suivante, François, donc là, on voit bien les deux grands sujets. Peut-être une question rapide sur le calendrier. Comment doivent se préparer les entreprises et quel va être le calendrier selon ces modalités? Alors, le calendrier. Donc, le premier objectif, c'est que les entreprises soient capables de recevoir des factures, parce que ce n'est pas le tout de les émettre, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, la première exigence, ça va être que les entreprises puissent recevoir des factures. Une fois qu'on a défini que les entreprises pouvaient recevoir des factures, on peut obliger les entreprises à les émettre. Donc, le législateur a vu l'importance de ne pas faire les choses à l'envers. Et donc, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure d'avoir la capacité de recevoir ces factures électroniques. Donc ça, c'est pour la partie invoicing. On ne parle pas de reporting, là, pour l'instant. Donc, toutes les entreprises, alors, on verra qu'il y a des moyens manuels pour les organisations qui n'auront pas le besoin ou les moyens de mettre en œuvre des solutions automatisées. Mais les entreprises, toutes les entreprises, à partir du 1er juillet 2024, devront être capables d'aller chercher, recevoir ces factures au format électronique, qui seront émises par qui à partir du 1er juillet 2024? Par les grandes entreprises. Les grandes entreprises, à partir du 1er juillet 2024, auront l'obligation d'émettre leurs factures au format et dans les modalités définies par le législateur. Et cela concernera les factures et les informations de reporting. Contrairement à d'autres pays qui ont gradué, notamment on parlait de l'Italie tout à l'heure, qui est intervenu de façon graduelle, qui a d'abord traité ces sujets domestiques en 2018 et qui n'a traité qu'en 2021 et 2022 ces sujets internationaux. En France, on fait tout en même temps. Donc, la totalité des obligations d'émission, d'invoicing et de reporting arrive en même temps, que ce soit pour l'activité B2B ou les activités B2C et internationales. Donc, à partir du 1er juillet 2024, c'est les grandes entreprises. Donc, la seule graduation que l'on a, c'est par la taille de l'entreprise. Le 1er juillet 2024, toute entreprise d'un effectif supérieur à 5000 personnes ou d'un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros devront émettre leurs factures au format et suivant les modalités définies par l'administration. Au 1er janvier 2025, ce n'est pas longtemps après, c'est les entreprises de taille intermédiaire, effectifs supérieurs à 250 personnes ou chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Et au 1er janvier 2026, un an après, c'est la totalité des entreprises assujetties.
Il reste une zone d'ombre sur tout ce qui est auto-entrepreneurs qui ne sont pas assujettis. Il y aura probablement encore des spécifications sur la réforme qui viendront préciser ces éléments-là. Mais en parlant des entreprises qui sont citées là sur le slide, on parle de la grande majorité des organisations commerciales françaises, commerciales et en tout cas assujetties. Voilà. Donc, c'est 1er juillet 2024. Il faut savoir que c'était 2023 avant. Ça a été repoussé à 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dates-là, aujourd'hui, elles sont… Alors, on ne peut jamais dire qu'elles sont sûres à 100%, mais c'est déjà là, elles ont déjà été repoussées. Aujourd'hui, la loi est sortie, les décrets d'application sont sortis et les spécifications, parce que même les décrets, ça ne décrit pas comment ça va se passer dans la vraie vie. Aujourd'hui, ce qui s'appelle les spécifications externes, c'est-à-dire comment ça va se passer dans la vraie vie, sont bâties à 80-90% aujourd'hui par l'administration et les groupes de travail qui font partie de cette réforme. Donc, il faut savoir, aujourd'hui, il faut s'attendre, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas se dire oh, ça va être encore reporté une fois. Ça pourrait être le cas, je ne peux pas le dire à 100%, mais on est, tous les opérateurs, tous les acteurs de cette réforme sont vraiment lancés sur le sujet et ce n'est pas un changement de président de la République qui fera s'arrêter la réforme. Hein, clairement, il ne faut pas tabler là-dessus. Voilà. Clairement. C'est un vrai mouvement. Oui, tu fais bien de le souligner, François, et on le verra juste après. C'est vrai que les échéances peuvent paraître, entre guillemets, lointaines, mais finalement, elles sont très proches. Et elles sont très proches eu égard du fait que finalement, on a tout un secteur économique, tout un pays qui va devoir s'adapter à ça et tout l'écosystème des entreprises. Donc, il faut aussi anticiper le fait que si tout le monde va justement changer ses outils, va s'adapter en s'équipant de solutions dédiées à ça, il faut prévoir un certain goulot d'étranglement. Donc, c'est vrai que ces échéances sont en effet aussi importantes pour anticiper le mouvement. Alors, justement, on parlait de spécification de l'AIFE, hein, cet organisme qui est là pour décrire les modalités. On va rentrer dans le vif du sujet sur le dispositif retenu. François, je vais te laisser peut-être nous décrire voilà, comment ça va s'opérer. On entend parler de PPF, PDP, c'est des nouveaux termes qui vont rentrer dans notre lexique quotidien. Donc, François, tu peux nous décrire justement ce dispositif tel que tu l'as compris et tel que il est décrit dans l'AIFE? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a un fournisseur qui s'adresse à un de ses clients. Il envoie sa facture directement à son client. Alors, aujourd'hui, il peut l'envoyer de différentes façons. Il y a des factures papier. Il peut envoyer un email avec un PDF attaché. Il peut éventuellement faire de la facturation électronique, c'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui des organisations qui fonctionnent soit en émission, soit en réception, soit pour les deux, sur des modèles de facturation électronique avec des opérateurs, donc des acteurs du marché qui se sont positionnés et qui ont des offres de ce type-là. Et donc, ça se passe, je dirais, aujourd'hui directement, au final, même s'il y a des opérateurs, directement entre le fournisseur et le client. C'était même le cas il y a depuis 30 ans en France. Il y a de l'EDI, ce qu'on appelle de l'EDI fiscal. Hein, donc, il y avait des entreprises, mais c'est resté extrêmement marginal. Il y a des entreprises qui avaient mis en place des outils de facturation purement électronique avec une certification fiscale. C'était tellement compliqué que ça ne s'est jamais développé. Donc là, on va arriver dans un EDI. On revient au sujet de l'EDI fiscal, mais dans un modèle qui est accessible à tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce lien direct entre le fournisseur et le client, le fournisseur et l'acheteur, ce lien est coupé. Et au milieu, on va trouver une instance de l'administration qui s'appelle le portail public de facturation. Alors, on va parler avec des acronymes, hein, puisque c'est de ça dont on entendra parler dans les années à venir. Et donc, c'est ce fameux PPF, ce portail public de facturation. Donc, en gros, c'est un site internet hein, donc, sur lequel les entreprises auront un accès pour aller déposer et déposer les factures et recevoir leurs factures. Et donc, ça veut dire que le fournisseur émettra sa facture à travers ce portail public de facturation et le client ira chercher ses factures sur ce portail public de facturation. Ce portail public de facturation, bien évidemment, il contiendra un annuaire. Pourquoi? Parce qu'il va falloir identifier les entreprises.
il va falloir donc s'assurer que les entreprises existent et donc, à travers cet annuaire, les entreprises auront une existence sur le PPF. Et donc, cet annuaire, c'est l'annuaire des acheteurs qui sera défini sur la base du registre Sirène. Donc, la société sera identifiée par son Sirène, mais pourra aussi choisir, et là, c'est un premier élément très important de la réforme, c'est-à-dire que l'acheteur pourra définir à quel niveau il souhaite recevoir ses factures. Et en fonction du niveau auquel il veut recevoir ses factures, il s'inscrira dans l'annuaire au bon niveau. Ça veut dire qu'il peut recevoir ses factures au niveau Sirène, c'est-à-dire qu'il exigera de ses fournisseurs que le fournisseur lui adresse ses factures sur son Sirène, donc à son entité juridique. Mais il pourra aussi demander à son acheteur de descendre au niveau SIRET, au niveau établissement. Et grande nouveauté, parce que ça c'est assez courant aujourd'hui, on trouve déjà des organisations qui disent à leurs fournisseurs, non, là tu m'envoies mes factures dans les usines, tu m'envoies les factures au siège, ou bien non, je veux une facturation globale. Par contre, demain, au niveau de l'annuaire du portail public de facturation, on retrouvera la notion de département. C'est-à-dire que l'acheteur pourra se définir dans le portail public de facturation au niveau département. C'est-à-dire que moi, entreprise, je dirais, je ne veux pas recevoir mes factures au niveau établissement ou au niveau siège, je veux recevoir mes factures au niveau du département informatique, du département RH. Alors attention, ce n'est pas parce que je vais demander à recevoir mes factures à ce niveau-là que pour autant mes fournisseurs seront disciplinés et me l'enverront sur les bons niveaux. Mais au moins, je pourrais demander à mes fournisseurs de le faire. Ensuite, il faudra bien entendu que je donne à mes fournisseurs les éléments pour que le fournisseur puisse choisir le bon département d'envoi de la facture. Il faudra que le fournisseur fasse les efforts nécessaires, et ça, vous avez déjà le cas aujourd'hui, quand vous demandez à vos fournisseurs de mettre une référence de commande ou un cost center sur la facture ou un code projet, c'est toujours assez compliqué. Le PPF ne va pas enlever cette complication. Il va toujours exiger du travail du fournisseur, mais ça, c'est la relation entre l'acheteur et le fournisseur. L'acheteur va donner les informations à son fournisseur pour que le fournisseur place la facture sur le bon niveau. Donc ça, c'est l'annuaire dans le portail public de facturation. C'est un nouvel élément important. Et bien entendu, on pourra accéder à cet annuaire en visualisation manuelle ou via des interactions informatiques, on va y revenir. Voilà. Ce portail public de facturation, il dépend de l'administration fiscale. Et donc, toutes les données qui passeront dans ce portail seront visibles et traitées par l'administration. Donc, on a demain comment vont se passer les échanges. Le fournisseur va déposer sa facture sur le portail public de facturation dans des formats qui sont définis, que l'on appelle des formats socles. Vous entendrez peut-être parler des formats socles. Les formats socles, c'est les 3 ou 4 formats qui ont été retenus par l'administration pour accepter les factures sur le portail public de facturation. Et ensuite, les acheteurs viendront sur ce PPF récupérer leurs factures. Les interactions avec le PPF, elles se feront soit de façon des interactions humaines, c'est-à-dire des connexions, des personnes qui viendront se connecter au PPF ou pour récupérer ou poser leurs factures, mais aussi il y aura des possibilités d'interagir de façon informatique avec ce PPF via des solutions de type web service ou des solutions de type échange de fichiers. Donc ça, c'est le PPF. Évidemment, aujourd'hui, on a ce portail public de facturation. Donc, je viens de dire, l'entreprise va venir déposer ses factures et les clients vont venir chercher leurs factures sur ce PPF. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà, nombre d'entre vous et nombre d'organisations françaises passent par des intermédiaires déjà. Et donc, c'est quelque chose qui, bien entendu, a été prévu par l'administration, c'est que l'interaction avec le PPF n'est pas forcément faite par l'organisation elle-même, mais elle peut être faite par un intermédiaire. Et on aura 2 types d'intermédiaires. On aura l'intermédiaire classique qui sera juste une organisation mandatée par l'entreprise pour effectuer les opérations pour elle sur le portail public de facturation. C'est ce qu'on va appeler l'opérateur de dématérialisation. Donc, ça peut être l'opérateur de dématérialisation, ça peut être aussi simple qu'un expert comptable qui intervient, qui interagit pour N sociétés dont il fait la comptabilité et qui va s'occuper pour ces sociétés d'interagir avec le PPF. Mais on a un deuxième type d'intermédiaire qui s'appelle les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP.
Donc là, c'est quelques gros acteurs du marché des transactions électroniques qui vont rentrer dans un programme de certification avec l'administration. Et ces plateformes, elles auront des prérogatives différentes des opérateurs de dématérialisation et des entreprises directes. Elles auront la possibilité, notamment, de s'échanger directement entre elles, ces PDP, ces plateformes de dématérialisation, elles auront la possibilité de s'échanger des factures sans passer par le portail de facturation et de ne faire que du reporting au portail de facturation. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'administration a mis en place ce genre de choses? C'est pour des questions de gestion de volume. Très clairement, aujourd'hui, dimensionner le portail public de facturation pour gérer 100% des factures qui s'échangent en France, même au niveau domestique, c'est des infrastructures colossales. Parce que ça veut dire c'est des millions, voire des milliards, enfin c'est des milliards de fichiers à l'année. Donc c'est une infrastructure colossale. Donc l'État a en quelque sorte sous-traité à ces plateformes de dématérialisation partenaires les échanges de flux avec l'intention que les gros acheteurs et les gros vendeurs, donc les grosses organisations qui génèrent beaucoup de factures, passent par ces plateformes partenaires et donc que les flux soient directs et que le portail public de facturation ne récupère que les flux des organisations qui sont moins gourmandes en volume de documents. Donc ça, c'est important. Donc on aura donc demain des opérateurs de dématérialisation qui sont des organisations qui feront juste le travail pour une entreprise, mais sur le portail public de facturation. On aura des plateformes de dématérialisation partenaires. Et honnêtement, des PDP, il n'y a pas de chiffre annoncé aujourd'hui, mais je ne vois pas comment il n'y en aura pas 50. Parce que ça va nécessiter que ces entreprises, elles ont un programme de certification, des programmes d'audit annuels avec l'administration, parce qu'elles vont réaliser des opérations pour l'administration. Il est bien évident que ça va être extrêmement lourd et que c'est un choix important pour un opérateur aujourd'hui de se dire je deviens plateforme de dématérialisation partenaire. C'est quelque chose de relativement lourd. Donc, tout le monde ne va pas devenir partenaire du jour au lendemain. Bon, maintenant, les plateformes de dématérialisation partenaires pourront évoluer dans le temps, puisque, par exemple, des opérateurs de dématérialisation pourront, suivant les volumes de traitement, demain devenir des PDP. Donc ça, c'est important de comprendre. Et ça, bon, pour la majorité des organisations, on va dire, grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ça va quand même être la solution privilégiée de passer par un intermédiaire, puisque si on ne passe pas par un intermédiaire, soit on est dans un environnement manuel, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui vont sur le PPF chercher les factures ou les déposer, et sinon, je peux développer des automatisations, mais c'est mon service informatique. Et donc, on sait aujourd'hui que les services informatiques, ils se sont réduits comme peau de chagrin avec toutes les solutions cloud et ainsi de suite. C'est mon service informatique qui devrait développer des interfaces, des web services avec le PPF. Techniquement, c'est possible, mais ce sera un choix quand même très structurant de l'organisation de dire j'ai envie de me lancer toute seule dans ce type de développement, alors que je peux passer par un opérateur de dématérialisation ou un PDP qui, eux, vont me fournir des outils extrêmement accessibles, directement interconnectés avec mes outils. Donc demain, quand on passe par un intermédiaire, comment ça va se passer? Si je passe par ce que j'appelle un opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire c'est un mandataire, j'ai donné mandat à une organisation pour faire les opérations sur le PPF en lieu et place de mon organisation, c'est l'opérateur de dématérialisation qui va interagir avec le PPF. Si je passe par un PDP, les PDP, comme je l'ai dit, ont le droit de s'échanger des factures, donc ils vont directement s'échanger des factures. Par contre, ils vont faire du reporting au portail public de facturation. Donc ça, c'est la grande différence entre l'opérateur de dématérialisation et le PDP. Le PDP, le partenaire de démat, il va interagir directement avec d'autres PDP éventuellement, mais bien entendu, il pourra interagir avec il pourra aussi interagir avec des opérateurs de dématérialisation. Le système est complètement souple, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai le fournisseur qui pourra travailler avec un
PDP. Si le client de ce fournisseur est enregistré dans l'annuaire et a identifié aussi un PDP, les PDP s'échangeront les factures. Si le client du fournisseur s'est identifié comme travaillant avec un opérateur de dématérialisation, eh bien, le fournisseur va continuer à travailler avec son PDP, mais le PDP du fournisseur s'adressera à l'opérateur de dématérialisation du client. De la même façon, je pourrais très bien, en tant que fournisseur, émettre une facture via mon PDP, mais que mon client soit un client modeste qui ait choisi d'aller relever lui-même les factures sur le portail public de facturation. Donc, le mix d'options est total. Encore une fois, le législateur s'est attaché à préserver les acteurs existants. L'objectif, c'était de ne pas dire aux entreprises ça fait des années que vous travaillez avec un opérateur, vous oubliez ça, c'est plus comme ça que ça se passe. Parce que ça, techniquement, et même d'un point de vue d'organisation, ce n'était pas possible. Il fallait absolument mettre en place quelque chose qui permette la progressivité et une grande souplesse dans les échanges sans remettre en place les acteurs. Puisque, nombre d'entre vous sont clients de solutions P2P et ont déjà mis en place des automatisations. Il est quand même normal que les organisations qui ont mis en place des automatisations, finalement, cette réforme, elle soit transparente pour eux. Et donc, ceux qui, ces dernières années, se sont équipés, ont travaillé avec des outils P2P, de S2P, et qui ont mis en place des relations avec des opérateurs, soit des opérateurs de dématérialisation qui resteront opérateurs de dématérialisation, soit des opérateurs de démat qui deviendront PDP, ces organisations-là, je dirais, elles sont prêtes dès aujourd'hui. Et ce sera complètement transparent pour elles. Okay. Voilà. Merci François pour ce décryptage. Donc, on voit qu'il y a différentes façons de communiquer avec le portail étatique. Alors, c'est une vraie contrainte. Je pense qu'il faut utiliser le terme, mais c'est aussi une opportunité importante pour les entreprises parce qu'au-delà de l'aspect connexion, échange de factures, on a aussi le sujet processus qu'il faut gérer, les rapprochements de factures, les imputations comptables, analytiques, la gestion des litiges. Donc, cette réforme est aussi l'opportunité pour vous de rendre plus agiles les processus pour gagner du temps, clairement, pour aussi répondre à des exigences en termes de RSE. C'est des sujets aujourd'hui, on a même des publications extra-financières importantes. Juste pour rappel, en France, il y a à peu près 2,5 milliards de factures en B2B qui sont échangées chaque année. Donc, c'est pour vous dire l'impact carbone aussi qu'a cette réforme. Donc, l'opportunité, c'est aussi de pouvoir agiliser vos processus, les fiabiliser, d'améliorer le contrôle du BFR, puisqu'on aura une meilleure prévision de trésorerie. Donc, on voit aujourd'hui une tendance assez forte de voir cette contrainte comme aussi une opportunité importante pour faciliter le changement. Alors, peut-être quelques mots avant de prendre quelques questions sur comment bien se préparer. C'est aussi la question que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent dans le chat. Je pense que le sujet de la préparation, c'est avant tout un sujet d'anticipation. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. L'échéance 2024 est finalement assez proche. Donc, il y a un vrai sujet d'anticipation. On vous a préparé avec François une checklist qui nous paraissait intéressant de partager avec vous sur qu'est-ce qu'il faut que vous appréhendiez dans les prochains mois pour faciliter le passage à cette facture électronique. 6 grands sujets. Le premier, c'est bien appréhender les changements à venir. C'est ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire de bien comprendre le changement réglementaire et de voir dans quelle mesure il impacte votre organisation. Toutes les entreprises ne vont pas être concernées par tous les flux, qu'on parle de géographie, France, internationale, qu'on parle de volume aussi, qu'on parle de typologie. Il faut bien appréhender ce qui va être important chez vous ou de ce qui va l'être moins. Après, il y a aussi faire un état des lieux de l'existant, puisqu'il y a déjà des outils. Tu l'évoquais, François, il y a quelques minutes. Vous avez déjà des outils en place qui vont répondre pour tout ou partie aux exigences réglementaires. Donc, ça, c'est le premier point, de voir ce qui est en place et d'identifier le gap, l'analyse d'écart avec les spécifications. Il y a un grand chapitre sur préparer ces données. Ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas toujours en avant, mais qui nous paraît essentiel. Les factures s'appuient sur des référentiels, très souvent, facture fournisseur, référentiel client. On voit qu'il y a une obsolescence très rapide de ces référentiels. Donc, le temps qu'on a aujourd'hui jusqu'en 2024 est aussi le temps pour mettre à jour ces référentiels et identifier finalement l'obsolescence ou les champs manquants de vos référents, que ce soit des SIRET, des TVA Intracom ou des adresses.
Voilà, définir votre besoin, on enfonce une porte ouverte, mais trop souvent, on voit des projets qui ne sont pas toujours bien préparés en amont. Donc, le cahier des charges est un élément important pour identifier précisément les zones sur lesquelles il faut qu'on mette en place des systèmes d'information, des processus ou une organisation atypique. Voilà, l'équipement est aussi important puisque tout le monde ne va pas se connecter directement au PPF et les grandes entreprises dont vous faites partie vont plutôt avoir recours à des solutions qui vont automatiser justement cet échange de flux. Donc, la solution va sans doute s'imposer à vous pour cette connexion, mais aussi pour la gestion du processus sous-jacent. Et enfin, dernier élément, mesurer la performance. On est dans des processus d'amélioration continue. Alors, sur l'aspect réglementaire, quelque part, on a des dates butoirs, donc il n'y aura pas trop de difficultés. Par contre, sur la processus et sur l'automatisation que vous pourriez en faire, il y a une vraie stratégie à mettre en place des KPI pour identifier justement les zones d'amélioration. Voilà, alors, quelques mots sur notre façon à nous de préparer les organisations. C'est souvent une question qu'on nous pose, c'est comment finalement vous allez préparer les entreprises au-delà de la mise en place de solutions. Il y a déjà une phase préparatoire que nous, on appelle un diagnostic flash. C'est des missions qui sont assez courtes et qui permettent d'établir des feuilles de route entre aujourd'hui et 2024 pour vous donner justement les axes de travail et les priorités à mettre en place. 3 prérequis pour être très synthétique. Le premier, c'est un canal. On l'a vu à l'instant dans la présentation de François. Il faut un canal pour recevoir les factures. Là, on a fait un zoom sur les factures fournisseurs. Donc, le premier sujet, c'est avoir un outil qui permettra de se connecter justement avec le PPF sur la façon de reporter, notamment les données de transaction. Deuxième élément, c'est des référentiels, notamment un référentiel fournisseur, à jour et normalisé. Donc, ça, c'est un élément important. Et le troisième, c'est l'organisation des processus, de manière à ce que l'ensemble de l'entreprise soit prête à franchir ce cap. Alors, au travers de cette mission de diagnostic flash, on restitue 3 livrables. Hein, c'est l'objectif justement de cette mission. Dans les livrables qu'on vous délivre, il y a une jauge de maturité pour vous permettre d'apprécier l'analyse d'écart que vous allez devoir combler dans la réponse justement à l'aspect réglementaire. On va avoir ensuite une liste justement d'actions, une matrice avec des opportunités à prioriser, donc ce que vous avez dans le diagramme 2, mettre à jour son référentiel fournisseur, mettre à jour son référentiel client, mettre en place un outil de connexion avec le PPF, donc toutes ces listes d'actions avec le gain associé et l'effort associé. Voilà, et à la fin, on vous délivre notamment la feuille de route pour vous préparer sur le chemin de cette facturation électronique. Donc voilà, donc c'est des missions qu'on fait de manière assez flash et qui se font au travers d'interviews des différents protagonistes du processus, la comptabilité fournisseur naturellement, l'informatique, les achats, mais aussi certains opérationnels qui peuvent être impactés là-dessus. Donc des interviews qui sont en format de 2 heures, de manière à identifier les pratiques, les organisations, les irritants, les outils, comprendre la relation avec le fournisseur. On a vu que c'était aussi un élément important. Voilà. Dans cette mission, on fait aussi des audits de base fournisseur. Donc, on est capable de vous donner un taux de qualité de la base en fonction de sirétisation, en fonction d'obsolescence de votre base, hein, que ce soit un fournisseur qui est déménagé, qui est déposé de bilan, qui sont en cessation d'activité, ainsi de suite. Et à la fin de cet audit, de cette mission, vous avez votre feuille de route pour aller justement mener les actions adéquates. Sachant qu'on pourra aussi vous aider dans un temps 2, mais en tout cas, cette première phase permet de préparer le terrain. Voilà, je vois qu'il est 11h45. Pour tenir les délais, on va sans doute commencer à prendre vos questions. Je vois qu'il y a de nombreuses questions. Donc, je vais de ce pas dans l'onglet questions pour justement en choisir quelques-unes. Hop, on va vous les afficher. Alors, est-ce possible d'avoir des exemples d'OD et de PDP? Première question. Je pense que le sujet est un peu prématuré, sauf si François, tu as des premiers éléments de réponse. Des exemples d'OD, j'ai parlé tout à l'heure d'un expert comptable qui interagirait pour différentes sociétés dont il assure les comptabilités, par exemple. Ça pourrait être défini comme un OD. Aujourd'hui, les grands du marché, les grands opérateurs, quelques grands opérateurs ont déjà affiché
leur volonté et ont manifesté leur intérêt à devenir PDP. Je pense à des gens comme Basware, CGDIM, Esker, donc voilà, donc on va, pour ne citer que, mais ce n'est pas du tout limitatif. Ces grands opérateurs se sont déjà positionnés très clairement en disant, nous, vu les volumes qu'on traite, et c'est de toute façon l'esprit de la réforme et de la possibilité de la mise en place des PDP, c'est que les gros acteurs, les gros échangeurs de factures, ils se positionnent sur ce créneau. Donc, voilà. Maintenant, ça ne sera pas une obligation, mais en tout cas, déjà ceux que j'ai cités, il y en a d'autres qui se sont déjà manifestés et qui ont déjà manifesté leur intention de s'inscrire dans le programme. Maintenant, le programme de certification, on sait qu'il y a un programme de certification. Le contenu du programme de certification, il n'est pas connu à date. Donc, ce sera un investissement pour ces opérateurs, très clairement, puisque c'est comme une certification de qualité ou des certifications sécurité. C'est le même type de certification, c'est-à-dire qu'il y aura un cahier des charges et puis des audits de l'administration. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, sinon, dans les OD, des opérateurs aujourd'hui, il y a certains opérateurs qui sont modestes en taille et qui ne choisiront pas de devenir PDP. Je n'ai pas de nom en tête, mais il y en a certainement. Oui. Il y a d'autres questions qu'on va répondre en mode flash. Voilà, quand aurons-nous la liste des PDP certifiés par l'État? Je pense que c'est encore un peu tôt. Ou tu as de la visibilité, toi, peut-être, François? Non, puisque aujourd'hui, le programme de certification n'est même pas. Alors, à mon avis, ça fait partie des choses qui arriveront probablement courant 2023. Okay. Puisque maintenant, les spécifications sont sorties. Donc, les PDP, enfin, les PDP to be, ceux qui souhaitent devenir PDP, savent ce à quoi ils vont s'engager, sans qu'il y ait forcément le cahier des charges exact, mais c'est quand même bien décrit sur ce qu'ils vont devoir faire, et ils vont pouvoir se positionner. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura une liste assez précise des PDP. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise qui choisirait un opérateur, c'est quand même une question à poser. Clairement, à l'opérateur à laquelle l'entreprise s'adresse, tu dis, mais quel est votre plan par rapport à cette réforme? C'est quelqu'un qui aurait un projet actuel, c'est quand même important de poser la question. Complètement. Une autre question, pourquoi passer par un PDP plutôt que par un OD? Je pense qu'on a répondu en partie à la question, notamment sur la volumétrie de flux qu'on pourrait avoir et la volonté de simplifier les échanges. Je ne sais pas si François, tu as d'autres éléments de réponse? Alors, c'est une question un peu délicate et la réponse n'est pas forcément facile pour l'entreprise. Clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administration ne pouvait pas se permettre de dire tout va passer par mon portail public de facturation, comme c'est le cas en Italie. Mais en Italie, la montée en volume a été beaucoup plus progressive. Et en France, l'administration n'a pas souhaité que la totalité des volumes passe par le PPF. Donc, ça veut dire qu'ils ont, dès le départ, envisagé de s'appuyer sur des PDP. Et donc, qui assurerait le transfert des factures. Donc, d'un point de vue de l'entreprise, il va y avoir des effets coûts, des effets masse. Donc, dans certains cas, sur des gros volumes, des PDP vont être très concurrentiels parce qu'ils ont l'habitude de traiter des gros volumes, donc ils sont bien positionnés. Dans d'autres cas, l'opérateur de dématérialisation aura une proximité avec son client, qui peut être un fournisseur ou un acheteur. Il aura une proximité qui fera que pour l'organisation, il sera plus intéressant de travailler avec cet opérateur, puisque, par exemple, elle a déjà des relations avec lui. Donc, la question ne se pose pas vraiment entre est-ce que je dois plutôt choisir un PDP qu'un OD? Déjà, c'est ma situation existante. Le législateur a souhaité que l'existant puisse être maintenu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obligation pour les entreprises de contractualiser avec de nouveaux intervenants. Donc ça, c'était essentiel pour le succès de la réforme. C'est-à-dire que si on commençait à dire aux entreprises, il va falloir casser tous vos contrats pour travailler avec quelqu'un d'autre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, il y a bien la possibilité pour l'entreprise de continuer à travailler avec les gens avec lesquels vous travaillez. Après, charge à l'OD s'il veut gérer du volume et travailler en direct et ne plus faire que du reporting avec le PPF, de se faire certifier en PDP. Mais la question n'est pas vraiment pour l'entreprise. OK. Nouvelle question. Voilà, pour respecter les échéances de juillet, à quelle date faudrait-il démarrer ce projet?
Je crois on a fait passer le message, hein, comme quoi l'anticipation était de mise. Il y a certes des échéances qui sont dans 1 an et demi à peu près, un peu moins maintenant. Maintenant, encore une fois, on voit aujourd'hui, nous, en tant que professionnels du secteur, une grosse sollicitation là-dessus. Il n'y a que voir juste le nombre de participants à cette conférence. On était 195 inscrits. Donc, c'est aussi une illustration que le sujet est vraiment dans les top priorités. Donc, j'ai envie de dire, il faut démarrer les sujets maintenant. En tout cas, déjà de mener des premières études pour construire votre feuille de route. Voilà, notre devoir de conseil est de vous dire qu'il ne faut surtout pas attendre début 2004 pour se lancer là-dessus, mais bien de commencer maintenant vos premiers chantiers et de trouver justement les pistes. Et surtout de définir les modalités de comment je vais interagir demain. Parce que peut-être je suis un gros acheteur, donc je reçois beaucoup de factures, mais je suis un petit émetteur. Si, je peux très bien imaginer que si je suis un petit émetteur, je vais avoir une solution A pour interagir avec le PPF, alors que pour la réception de mes factures, je vais interagir différemment. Encore une fois, le système est flexible. Je ne vais pas être obligé d'appliquer la même méthode. Potentiellement, je pourrais même avoir un opérateur, je peux même, d'ailleurs, c'est une possibilité, avoir un PDP pour émettre et un OD pour recevoir. Et ce n'est pas le même. C'est possible. Et vice-versa, enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Je peux avoir un PDP pour émettre parce que j'émets un nombre incalculable de factures et j'ai déjà quelqu'un qui me gère ces gros volumes. Par contre, je reçois très peu de factures et je vais les chercher à la main sur le PPF. Pourquoi pas, hein, Mais ce qui est important de définir rapidement, c'est comment je vais interagir pour qu'on puisse prendre le temps de bien mettre en place les bonnes solutions. Voilà, il y a une question sur ce même registre. Je en partie répondu. Qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment dans le timing, sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement écrites dans les spécifications des OD et des PDP. Je crois qu'il faut surtout s'assurer que l'acteur avec lequel vous avez travaillé a déjà un plan d'action ou a déjà, entre guillemets, mis sa stratégie en place. Donc ça, c'est de documenter, de récupérer justement des éléments de réassurance pour s'assurer de la pérennité de l'acteur que vous avez choisi. Et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je choisis un acteur. Je choisis un acteur pour émettre mes factures. Et j'émets mes factures et je suis dans un projet, je choisis un acteur. La première question à lui poser, c'est quelle va être votre position en 2024? Est-ce que vous couvrez ce besoin? Si vous couvrez ce besoin et que j'ai des garanties de cet opérateur qu'il va couvrir les besoins 2024, je peux partir dès à présent avec lui, me mettre en ordre de marche. Et la réforme, je ne la verrai pas passer. Ce sera à lui de se mettre en ordre de marche pour faire son reporting à l'État. Bien entendu, il y aura peut-être quelques ajustements à faire si on n'a pas pris tout de suite tous les champs obligatoires, mais sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est champ obligatoire, tout ce qui est statut des factures, ce sont des choses qui sont déjà publiées, hein, donc qui existent déjà. Donc, on a quand même la globalité des informations aujourd'hui sont disponibles pour se mettre en ordre de marche avec un opérateur, sous réserve que cet opérateur vous garantisse qu'il s'inscrit dans la feuille de route de la réforme. Parce que si c'est pour effectivement partir maintenant avec quelqu'un qui vous dit « Ah non, en 2024, ben non, moi finalement, je ne fais pas », là, ce ne serait pas une bonne idée. Mais sinon, ça peut être fait dès maintenant. Oui, une question, François, sur les factures. Où sont-elles sauvegardées entre le PPF et le PDP? Et si oui, combien de temps? Alors, les modalités d'archivage ne sont pas encore définies. Clairement, les PDP auront la possibilité d'archiver les factures, suivant les règles qu'ils utilisent déjà aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a déjà des règles d'archivage qui sont mises en place par certains opérateurs, qui sont des services d'archivage qui sont autorisés par l'administration, qui sont mis en place par les opérateurs, hein, sachant que depuis 2015, depuis la capacité de recevoir des factures dématérialisées, il y a eu des assouplissements sur le stockage papier. Demain, il y aura de l'archivage qui sera fait au niveau des opérateurs. Il y aura vraisemblablement, si on prend le modèle de l'Italie, un archivage qui sera proposé au niveau du PPF. Mais aujourd'hui, les modalités de cet archivage ne sont pas encore décrites. Si on prend l'exemple de l'Italie, encore une fois, quand l'Italie a démarré en 2018, leur PPF, l'équivalent de leur PPF, n'archivait pas les factures. Il a fallu que les organisations attendent 1 an. Donc, pendant 1 an, elles ont dû continuer à utiliser leurs anciens modes d'archivage. J'espère qu'en France, le PPF archivera dès le premier jour les factures des gens qui passent par ce biais-là et assurera l'archivage légal. C'est probable, mais ce n'est pas décrit encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est plus dans la gestion des flux. Très clair, merci François. Autre question, que propose Fuxim en termes de maîtrise d'ouvrage? Pour être synthétique sur cette question, on intervient sur deux grands sujets. Le premier, on met en place des solutions logicielles pour se connecter justement et fluidifier le traitement des factures, donc notamment des solutions comme Basware qui vont devenir PDP. Voilà, ça fait partie aussi des questions qu'on nous pose souvent. Donc, ils se connectent déjà au Chorus Pro d'ailleurs aujourd'hui pour les factures avec les gouvernements. Donc ça, c'est un volet digital où on va vraiment faire la conception, l'intégration, la formation, le test et le déploiement. Mais on intervient aussi sur des volets amont, des phases de conseil, comme on l'évoquait tout à l'heure, où là, indépendamment d'un outil, on va préparer le terrain de l'organisation sur un chapitre outils, processus, organisation et aussi people, puisque c'est aussi un projet de changement. Donc voilà un peu les grands sujets sur lesquels on intervient. D'autres questions? Avez-vous une idée du modèle économique des PDP, OD et PPF? Alors, j'ai une idée du modèle économique du PPF qui sera gratuit. Donc, ça, c'est clair que l'objectif pour l'État n'est pas de présenter une charge aux entreprises. Évidemment, les opérateurs, les OD et les PPF, ils auront le modèle économique qu'ils ont aujourd'hui, qui sont des modèles d'opérateurs de facturation. Ils font payer les flux qui passent par chez eux et le service à valeur ajoutée qu'ils apportent. Mais le PPF, il est prévu qu'il soit d'accès libre pour les entreprises. Complètement. Autre question. Lors de l'inscription, devons-nous toujours recevoir un PDF? Est-ce qu'on devra toujours recevoir un PDF? Non. Par contre, il n'y aura pas d'obligation d'échanger des lisibles. Par contre, il y aura l'obligation, en cas de contrôle, d'être capable de présenter un lisible. Donc, alors, c'est un peu contradictoire, mais ça veut dire que, clairement, quand il y a des échanges électroniques, il y a des outils aujourd'hui qui, à partir des données qui seront présentes dans la facture, sont capables de ressortir un lisible sous forme d'une page web ou même d'un PDF. Donc, on a des solutions. On a des solutions aujourd'hui des gens comme Basware sur de la facturation internationale, où certains pays n'exigent pas la notion de lisible. Et des sociétés comme Basware savent reconstituer un lisible à partir des données présentes dans le fichier. Et même éventuellement avec un logo, enfin avec un certain nombre de choses. Il n'y aura pas d'obligation d'échange. Il y a certains formats du socle qui comprennent un PDF, mais certains formats du socle sont des formats pure data. Donc, il n'y aura pas d'obligation d'échange, mais il y aura l'obligation d'avoir un lisible en cas de contrôle. Donc, ça nécessite, ou en tout cas, de créer un lisible au moment du contrôle. Une question toujours sur les formats. Sous quel format les fichiers déposés dans le PPF? Alors, dans le PPF, il y a les trois formats du socle. Je ne les ai pas en tête, mais là, il y a le FactureX, CXML, je crois. Enfin, il y a trois ou quatre formats définis que l'on appelle les formats du socle, qui sont ceux avec lesquels les entreprises qui veulent déposer manuellement leurs factures sur le PPF ou directement via des outils informatiques, le PPF n'acceptera pas n'importe quel format. Il acceptera que ces trois ou quatre formats du socle. Par contre, en travaillant avec un OD ou avec un PDP, les PDP n'auront pas d'exigence d'échanger les fichiers dans les formats du socle. Donc, on a vu tout à l'heure qu'ils pourront s'échanger directement les factures. Ils n'auront pas l'obligation, quand ils seront de PDP à PDP, d'échanger dans le format du socle. Par contre, évidemment, si un PDP envoie une facture à un client qui, lui, dépend d'un OD qui exige un des formats du socle, il devra y avoir une transformation. Mais donc, les formats du socle seront, il y en a deux ou trois, mais aujourd'hui, si on travaille avec un OD ou un PDP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand même la majorité des organisations qui vont rentrer dans ce mode-là. La conversion sera réalisée par ça fait partie des services à valeur ajoutée de ces opérateurs. Complètement. Mais bien entendu, au fil du temps, on va avoir des logiciels de comptabilité ou de gestion de facturation qui seront adaptés et qui sortiront nativement les formats du socle. Ok, on va peut-être prendre une dernière question parce que du coup, j'en ai encore une trentaine sous les yeux. On va devoir malheureusement en sélectionner encore une dernière. Par contre, on s'engage à revenir vers vous avec les réponses sur les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Peut-être une dernière question, François, avant de conclure cette présentation.
peut-on avoir une liste des données requises pour alimenter les fichiers XML? La réponse est oui. Aujourd'hui, les spécifications externes précisent déjà les champs qui seront obligatoires dans les fichiers XML. Par contre, le format précis du fichier XML, là, ça va dépendre des formats du socle. Hein, mais effectivement, aujourd'hui, les spécifications externes, elles sont disponibles sur le site des impôts, hein, sur impôts.gouv.fr. Les spécifications externes précisent les champs obligatoires sur la facture. Il n'y en a pas beaucoup en plus des champs déjà obligatoires aujourd'hui. Ok. Je vois qu'il y a une question qui revient assez souvent, là peut-être on va pouvoir la prendre comme dernière question, c'est les factures fournisseurs étrangères ne sont pas concernées par la réforme. Joker sur la dernière question. Okay. Il y a une obligation de e-reporting pour les échanges à l'international, mais du coup, comme la question est précisément posée sur un flux, le flux fournisseur vers client français, je ne m'engagerai pas sur la réponse. Parce okay. Il est possible qu'il y ait l'émission de facture, c'est sûr, mais pour moi, c'est compris, mais je répondrai par les biais que... Okay. On clarifiera cette question, effectivement. Mais de toute façon, ce serait du reporting, c'est-à-dire je reçois la facture, je la rentre dans mes systèmes comptables et j'ai une exigence de reporting derrière à l'administration. Ce sera sûrement pas, le fournisseur n'ira pas sur le PPF déposer sa facture. Il continuera à me l'envoyer. Donc, on prendra cette question, on vous fera un retour sur les autres questions. Et je vois qu'il est 12h02, peut-être pour respecter le timing de cette conférence, je voulais vous dire un mot, le mot de la fin. Donc, déjà, merci pour votre participation. Merci. Encore une fois, on était très, très nombreux. Vous allez recevoir, dès que la conférence sera clôturée, un questionnaire. C'est très important pour nous permettre de nous évaluer. Hein. L'objectif, c'est de donner de l'information, mais aussi avoir un feedback de votre part sur la qualité de cette présentation ou ce que vous aimeriez voir comme autre contenu de même, puisqu'on anime régulièrement des conférences avec des experts. Donc, prenez le temps, 2 minutes, juste pour nous faire un petit feedback sur cette présentation. Un grand merci à toi, François, pour ton travail d'investigation sur cette lourd document de spécification. Et on est à votre disposition. Voilà, pour répondre à vos différentes questions. Donc, un grand merci à vous. Pensez au questionnaire qui va vous être remis dans quelques secondes. Et on vous dit à très bientôt.